Good morning, chers élèves. Aujourd'hui, je vais vous parler des grands voyages de découverte. De quoi s'agit-il? Eh bien, en fait, à partir du milieu du XVe siècle, des explorateurs, des navigateurs européens décident de partir sur les mers, à bord de bateaux à voile, pour découvrir de nouvelles routes, afin de relier l'Europe à l'Asie. Quelles ont été les causes de ces grands voyages de découverte? Eh bien, une des premières causes est ici la conquête par les Turcs musulmans de la ville de Constantinople. Le monde musulman donc s'étend ici sur plusieurs continents, Europe, Afrique et Asie, et désormais le commerce entre l'Europe et l'Asie est gêné par cette présence des musulmans qui prélèvent notamment de forts impôts. Plusieurs rois européens décident alors d'envoyer sur les mers des navigateurs afin de trouver des routes qui contourneraient le monde musulman en passant en particulier par l'Afrique pour gagner ici l'Asie, en particulier l'Inde. Deuxième cause de ces voyages de découverte, c'est la curiosité, puisque au XIIIe siècle, un marchand italien, Marco Polo, avait entrepris un voyage par les terres jusqu'en Chine ici, où il vécut pendant 10 ans à la cour de l'empereur, et au retour en Europe, il écrivit un livre qui racontait donc les merveilles qu'il avait découvertes sur place. Et il décrivait notamment des richesses extraordinaires qui ont attisé donc la curiosité et l'envie des Européens. Enfin, troisième cause de ces grandes découvertes, de ces voyages, eh bien, c'est la volonté de la part des principaux rois européens, chrétiens, de diffuser, de répandre la religion chrétienne en dehors de l'Europe pour contrer aussi l'influence musulmane grandissante. Parmi ces voyageurs européens, donc on a au début des voyageurs envoyés par l'Espagne et le Portugal. Le roi portugais décide donc d'envoyer des explorateurs trouver une route qui contournerait l'Afrique par le sud et gagnerait ensuite donc l'Asie. En 1488, le navigateur Bartolomé Dias arrive à atteindre ici le cap le plus au sud de l'Afrique, qui s'appelle aujourd'hui le cap de Bonne-Espérance. Mais il rebrousse chemin en longeant ici la côte. 10 ans plus tard, en 1498, c'est Vasco de Gama, envoyé là aussi par le Portugal, qui longe également à son tour la côte africaine, mais franchit le cap de Bonne-Espérance, remonte la côte est et aboutit finalement en Inde. Il ouvre ainsi la voie aux Portugais par une route maritime vers l'est. Face à ces Portugais, les navigateurs envoyés par l'Espagne, eux, choisissent l'option du passage vers l'ouest. Ainsi, Christophe Colomb, attention, il n'est pas espagnol mais travaille pour la cour d'Espagne, est persuadé que l'on peut atteindre l'Inde par l'ouest. Il est persuadé que, en partant directement vers l'ouest, il va pouvoir faire tout le tour, franchir tout l'océan ici et atteindre l'Asie. Il ne sait pas alors, et aucun de ses contemporains non plus, qu'entre l'Europe et l'Asie se trouve le continent américain. Donc en 1492, il part avec plusieurs de ses caravelles et parvient à atteindre ici donc des îles dans les Antilles. On lui attribue la découverte de l'Amérique en 1492. Après lui, d'autres navigateurs donc envoyés par le roi d'Espagne partent également vers l'ouest. Le plus connu étant Fernand Magellan, ici, qui descend le long de la côte d'Amérique du Sud, franchit un détroit qui porte aujourd'hui son nom, détroit de Magellan, et continue ici un tour du monde. Bien qu'il soit tué ici aux Philippines, son second continue le voyage et boucle le premier tour du monde, donc en remontant par l'Afrique.
Après les Espagnols et les Portugais, les Français et les Anglais, à leur tour, enverront des voyages d'expédition euh, au XVIe siècle, mais eux se dirigeront plutôt vers l'Amérique du Nord. À cette époque, l'Amérique prend son nom du navigateur Amerigo Vespucci, qui explora notamment l'Amérique du Sud. Et si on appelle encore aujourd'hui les Indiens d'Amérique ainsi, c'est parce que, au début, Christophe Colomb pensait être arrivé en Inde et ne savait pas, et il est mort sans le savoir, qu'il avait découvert un nouveau continent. Comment ces grands voyages de découverte ont-ils pu être effectués? Eh bien, grâce à la mise au point d'inventions qui permettent de faciliter la navigation. Par exemple, ici, la caravelle, bateau à voile, bien plus rapide, bien plus maniable que ses prédécesseurs, qui dispose désormais d'un gouvernail d'étambeau à l'arrière, qui permet donc de mieux le guider, il est plus maniable. Les navigateurs disposent également d'une boussole bien plus au point que ces anciens modèles, d'appareils aussi comme l'astrolabe qui permet de se repérer par rapport aux astres, et donc ils savaient très bien se repérer, au moins du nord au sud. Par contre, ils avaient du mal à se repérer entre l'ouest et l'est. Ces voyages de découverte ont d'immenses conséquences, tant pour les peuples découverts par les Européens que pour les Européens eux-mêmes. En effet, rapidement après leur arrivée, exemple ici en Amérique du Sud et en Amérique centrale, eh bien les Espagnols ont envoyé des armées, non plus pour découvrir, mais carrément pour conquérir ces territoires où ils commençaient à trouver quelques richesses comme l'or et l'argent. Les peuples autochtones, donc les Indiens, les Amérindiens, Indiens d'Amérique, étaient, comme on peut le voir ici, équipés d'armements très simples, lances et boucliers, et n'ont guère résisté donc face à l'armement métal et aux boulets et aux premiers donc fusils, mousquets, armes à feu, qui permettaient de tirer de loin. La population indienne donc a très rapidement été vaincue. Les empires Inca, Aztèques et Mayas ont été mis au pas. Et rapidement, donc, les Espagnols, les Portugais ont installé des comptoirs commerciaux, mais également ont colonisé carrément ces vastes territoires. La chute de la population indienne a eu pour conséquence que les Européens ont manqué de main-d'œuvre pour pouvoir exploiter les richesses découvertes dans les nouveaux territoires. Comme on le voit cette carte des premiers empires coloniaux, donc les Européens, Portugais, Espagnols en tête, ont donc eu recours, pour remplacer donc les Indiens dans les exploitations, à une main-d'œuvre d'origine africaine. Ils ont pratiqué ce qu'on appelle le commerce triangulaire ou traite des Noirs. C'est-à-dire qu'ils prenaient des marchandises d'Europe, des armes, des petits bibelots, des mouchoirs, des vêtements, qu'ils apportaient en Afrique, qu'ils vendaient en échange d'or et surtout d'esclaves africains. Esclaves africains qui étaient ensuite déportés par bateau, en front de cale, dans des conditions terribles, sur les côtes du Brésil ou d'Amérique centrale, où là donc ils venaient grossir les rangs des travailleurs dans les mines d'or, d'argent, ou dans les plantations de sucre, de canne à sucre. Voilà. Donc, autre conséquence de ces grandes découvertes, c'est l'exploitation, le pillage de ces nouveaux territoires. Vous voyez ici donc l'empire colonial espagnol en orange et toutes les richesses qui ont été prélevées, argent, or, mais également sucre. Et les Européens ont découvert dans ces nouveaux territoires des produits qu'ils ne connaissaient pas, qu'ils ont importés ensuite en Europe, par exemple la pomme de terre, la tomate, le tabac, ou encore le maïs, ou le cacao.
En 1494, dès 1494 d'ailleurs, l'Espagne et le Portugal, voyant qu'ils se faisaient concurrence, ont décidé de se partager le monde par un traité, le traité de Tordesillas. Donc tous les territoires à l'est, si on peut dire, du Brésil, en mauve ici, en violet, étaient au Portugal, et tous les territoires à l'ouest de cette ligne, jusqu'aux Philippines, étaient sous domination espagnole. À leur suite, les Anglais et les Français ont fait de même en Amérique du Nord, ça n'apparaît pas ici sur la carte, hein, mais ils ont également établi donc des comptoirs commerciaux, puis des colonies en Amérique du Nord. Autre conséquence donc de ces grandes découvertes, eh bien, les Européens ont implanté dans ces territoires leur langue. L'espagnol est largement pratiqué dans toute la partie d'Amérique centrale, d'Amérique du Sud encore aujourd'hui, le portugais au Brésil, l'anglais et le français en Amérique du Nord. Ils ont également exporté ou diffusé leur religion, ces pays étant largement aujourd'hui chrétiens, ayant dû abandonner de force leur religion polythéiste. Enfin, une dernière conséquence, mais pas des moindres, eh bien, la carte du monde commence à se préciser. Ici, donc, nous avons une carte de l'Atlas Novus de Heinrich Scherer de 1702, qui nous montre donc la planète telle qu'elle est dessinée au début du XVIIIe siècle. Désormais, outre l'Afrique, dont les continents ont été précisés, l'Europe, l'Asie, on commence à voir apparaître l'Amérique et ses continents, Amérique du Nord, Amérique du Sud, mais également l'Océanie, avec ici donc probablement l'Australie. On considère que donc les grands voyages de découverte ont été ont marqué le début de la première mondialisation des échanges, des voyages, des marchandises et des humains sur Terre.